Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de ce vendredi 1er février. Voici les titres. La Cour pénale internationale a ordonné ce vendredi la libération sous condition de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Les juges de la Chambre d'appel ont décidé à l'unanimité de leur accorder la liberté sous condition, le temps de se prononcer sur la décision d'acquittement prise en première instance. Le centre Amepo Yopougon change de dénomination et devient le centre Amepo Dominique Ouattara du nom de la première dame ivoirienne. Ce centre d'accueil des femmes vivant avec le VIH-Sida a été visité ce vendredi par la première dame Dominique Ouattara, ambassadrice spéciale de l'ONU-Sida. Les lauréats du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent ont été récompensés ce vendredi 1er février en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Les lauréats, au nombre de 40, ont reçu leur chèque. C'est la 5e édition. Ce prix vise à encourager l'initiative privée et à inculquer l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes. Le Liban a un nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre sortant Saad Hariri. Au terme de plus de 8 mois de tractations sur fond de division politique, le nouveau cabinet compte 30 ministres, dont 4 femmes. Les grandes parties du pays y sont représentées. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Commençons tout de suite par la Cour pénale internationale où la Chambre d'appel a ordonné ce vendredi la libération sous condition de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, acquittés il y a plus de 2 semaines en première instance. La Chambre d'appel a décidé ce vendredi à l'unanimité des juges l'ajout d'un ensemble de conditions à leur liberté, dont l'obligation de résider dans un État membre de la CPI en attendant un éventuel procès en appel. Les explications d'Herman Guivi. Cour pénale internationale de La Haye, une remise en liberté sous condition pour Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Décision de la Chambre d'appel prise à l'unanimité des 5 juges de la Chambre. La Chambre d'appel décide à l'unanimité ce qui suit. Premièrement, la décision orale de la Chambre de première instance numéro 1 en application de l'article 81.3 petit c petit 1 du statut en date du 16 janvier 2019 est amendée par l'ajout d'un ensemble de conditions qui assortissent la mise en liberté. Les conditions énoncées dans le texte de l'arrêt sont imposées à M. Gbagbo et à M. Blé Goudé au sujet de leur mise en liberté vers un État qui sera disposé à les accepter sur leur territoire et qui sera disposé et en mesure d'exécuter ces conditions. Deuxièmement, il est demandé au greffier de prendre des mesures auprès des États disposés à accepter sur leur territoire M. Gbagbo et ou M. Blé Goudé et à mettre en œuvre les conditions énoncées dans le texte de l'arrêt. Si le greffier venait à rencontrer des difficultés à cet égard, il lui est demandé d'en informer la Chambre d'appel sans retard. Troisièmement, le greffier peut également prendre des mesures appropriées et nécessaires provisoirement eu égard à la mise en liberté avec condition en attendant la conclusion des accords avec les États. Des conditions de remise en liberté dont on ignore pour l'instant les détails, des détails qui seront publiés plus tard dans un communiqué. Alors question, quelle pourrait être leur nouvelle destination ? Selon certaines informations, la Belgique aurait déjà accepté d'accueillir Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien. À destination encore inconnue pour Charles Blé Goudé. Des demandes auraient été introduites auprès de plusieurs États européens. Le film de cette journée d'audience, suivi en direct dans plusieurs quartiers d'Abidjan, notamment Yopougon, où plusieurs sympathisants de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé se sont donné rendez-vous en début de journée. Tout simplement la situation en vertu du droit international. Dans la commune d'Abobo, on a également suivi avec attention la décision des juges de la Chambre d'appel. L'article 81.3 petit c petit 1 du statut en date. Verdict rendu, c'est le calme plat de chaque côté.
Nos reporters ont recueilli quelques réactions après ce verdict de la CPI annonçant la libération sous condition de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Je vous propose la réaction de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo. Elle a dit ceci, et je cite, « Ils sont enfin dehors, en liberté, rendons gloire à Dieu. Leur retour au pays suivra sûrement. » Fin de citation signée Mme Simone et Yves Gbagbo. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, s'est aussi prononcé sur la libération sous condition de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. La réaction du porte-parole adjoint du RHDP, Mamadou Touré, a été recueillie pour vous par Issa Tchonan Yeo. Nous l'écoutons. Il s'agit d'une décision de justice. Nous n'avons pas l'habitude de commenter les décisions de justice. Donc sur la décision qui a été rendue, aucun commentaire particulier. Nous prenons note de cette énième décision de la Cour pénale internationale. Et nos reporters se sont aussi rendus dans la commune de Yopougon pour s'imprégner de l'ambiance après le verdict de la CPI ce vendredi. Pas de manifestation à l'annonce de la libération sous condition de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Je trouve ça un peu absurde. Parce que quelqu'un qui a été acquitté, ça dit qu'il est blanchi. Voilà, donc je ne sais pas quelles conditions qu'on peut donner. Donc quand on ne met pas de conditions, nous on ne comprend plus rien. Si Gbagbo doit rester là-bas, il ne va rester là-bas. S'il doit rentrer au pays, il ne va rentrer. On veut la libération totale du président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Que ce soit sur caution ou bien conditionnel ou quoi, déjà on parle de libération. Et petit à petit, on verra que la paix viendra. Donc je suis content. Quelqu'un qui est acquitté, il est acquitté. Il doit venir aujourd'hui. Pourquoi on le libère sous condition? Vraiment, je suis embrouillé. Quel que soit le problème, qu'il soit libéré sous condition, nous sommes tous fiers, nous sommes contents. Nous lui demandons de prendre courage et accepter là où on lui dit de partir. Du côté d'Abobo, même ambiance, la population a accueilli la libération sous condition de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé dans le calme, nous rapporte Abou Sanogo. Vraiment, j'ai accueilli la nouvelle avec douleur et frustration. Parce que je suis frustré et en même temps en colère. Nous demandons justice. Mais dans la vérité, je suis déçu de cette décision et déçu de la CPI. Je ne suis pas contente. Ils n'ont pas rendu justice. La décision aujourd'hui, vraiment, nous les gens des Banco, nous ne sommes pas d'accord. Nous voulons vous dire vraiment de tout faire pour venir à nous, pour qu'on va vous faire sortir les victimes. Je pense que la décision n'a pas été bien prise. Parce qu'on parle de réconciliation. Nous ne disons pas que la réconciliation n'est pas normale. Nous sommes dans le même pays, nous sommes tous des Ivoiriens. Quand quelque chose arrive là, on peut dire que c'est la volonté de Dieu. Mais il faut reconnaître que ceux qui ont fait les faits là, ils n'ont pas été bien jugés. Moi, mon souhait est que, primo, que la Côte d'Ivoire reste en paix. Si la libération de Gbagbo puisse envoyer la paix en Côte d'Ivoire, pour moi, je pense que c'est l'essentiel. En tout cas, je vais la tranquillité pour la Côte d'Ivoire. Après Abobo, Yopougon, prenons maintenant la direction de la CPI pour recueillir les premières réactions de Fatou Bensouda, la procureure de la Cour pénale internationale. Elle se prononce sur cette décision de la Chambre d'appel, à savoir la libération sous condition de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Nous l'écoutons. Nous prenons acte de la décision de la Chambre d'appel. L'accusation était disposée à accepter la mise en liberté sur certaines conditions. Il s'agit de veiller à ce que M. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé se représentent devant la Cour si leur procès devait se poursuivre. L'accusation peut toujours faire appel de la décision du 15 janvier d'acquitter M. Gbagbo et Blé Goudé de graves accusations portées contre eux. À ce stade, l'équipe de l'accusation attend toujours que les juges de la Chambre de première instance communiquent leur décision écrite, accompagnée des motifs juridiques justifiant leur décision d'acquittement. Ce n'est qu'après un examen et une analyse approfondie de ces motifs que mon bureau va décider ou non d'interjeter appel. Et voilà tout ce que l'on pouvait dire ce soir sur les chapitres consacrés à la CPI, la Cour pénale internationale qui, je rappelle, a ordonné ce vendredi la libération sous condition de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé.
Autre activité ce vendredi, le centre Amepo Yopougon change de dénomination et devient le centre Amepo Dominique Ouattara du nom de la première dame ivoirienne. Ce centre d'accueil des femmes vivant avec le VIH-Sida a été visité aujourd'hui par la première dame Dominique Ouattara, ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA. Elle promet d'apporter son soutien à la lutte contre la pandémie, notamment l'élimination de la transmission mère-enfant. Jérôme Kofi Aboulé. La première dame à Yopougon ce vendredi, précisément dans le centre qui porte désormais son nom, Centre Amepo Dominique Ouattara. Elle s'y est rendue pour apporter soutien et réconfort aux pensionnaires du dit centre, c'est-à-dire des femmes vivant avec le VIH. Lorsqu'elle arrive sur le coup de 11 h, c'est une marée de personnes visiblement heureuses qui l'accueillent, l'obligeant ainsi à prendre un bain de foule. Heureux aussi, le maire de Yopougon, Gilbert Kafana Koné. Dans son allocution de bienvenue, il indique que c'est un honneur à sa commune avec cette visite de l'épouse du chef de l'État, la première qu'elle effectue en cette année 2019. Heureuse également la directrice du centre. Pour elle, les femmes, notamment celles vivant avec le VIH, n'ont plus rien à craindre vu que le soutien de la première dame ne leur fait pas défaut. Maman, merci. Ce n'est pas tout le temps qu'on a l'occasion de vous voir. Je voudrais profiter pour louer votre engagement. Vous êtes une femme au grand cœur. Votre engagement nous rassure. Vous, à nos côtés, nous n'avons peur de rien. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, à l'instar de la directrice pays de l'ONU-SIDA, a salué les actions de la première dame en matière de lutte contre le sida, faisant d'elle ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA. Il a par ailleurs indiqué que c'est grâce à elle que le rôle du gouvernement en cette matière est aujourd'hui payant. La situation du VIH en Côte d'Ivoire s'est nettement améliorée. Notre pays, qui a enregistré un progrès de plus 6% concernant les données de la PTM, est logé dans le groupe des pays ayant une progression certes lente, mais vers l'atteinte des objectifs de 2020. Même si nous ne figurons pas encore dans le groupe de pays ayant une progression rapide vers l'atteinte des objectifs de 2020, tel le Cap-Vert, il n'en demeure pas moins, Madame la Première Dame, que la place de notre pays reste largement honorable par rapport à celle des pays qui connaissent une régression et qui doivent mettre en place des stratégies innovantes et vigoureuses. En réalité, Madame la Première Dame, c'est à vous que nous devons ces résultats. En s'adressant à ses sœurs, la Première Dame affirme que leur combat est aussi son combat et que rien ne peut ébranler sa détermination pour ce qui est de son soutien sans faille. Mes chères sœurs, en tant que femme, en tant que mère et en ma qualité d'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA, votre combat pour la vie et pour le bien-être de vos familles est aussi le mien. C'est pourquoi le plaidoyer que je fais sur toutes les tribunes internationales, chaque fois que l'occasion m'est offerte, est celui de l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et de lutte contre le sida pédiatrique. Je profite de cette occasion pour lancer un nouvel appel afin que chacun de vous persévère dans ses actions pour mettre fin au sida dans nos pays. Car c'est tous ensemble que nous parviendrons à protéger nos populations de la pandémie et à éradiquer définitivement cette maladie de nos sociétés. Pour ma part, mes chères sœurs, je veux que vous sachiez que vous pourrez toujours compter sur moi pour vous apporter mon soutien. Comme lors de chaque déplacement, la visite de la Première Dame au centre Amepo a été pour apporter du baume au cœur de ses hôtes. Plusieurs présents à son actif, évalués à environ 57 millions de nos francs, y compris les 20 millions de francs CFA ayant servi aux travaux de réhabilitation et à l'équipement des bureaux du centre Amepo. La joie aussi était au rendez-vous à l'occasion de cette visite. Les artistes invités ont valablement contribué à égayer toutes les personnalités présentes qu'ils ont fait chanter et danser sans exception.
Il y avait aussi de la bonne ambiance dans la commune du Plateau. Les lauréats du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent édition 2018 ont été récompensés ce vendredi. Ces lauréats, au nombre de 40, ont tous reçu leur chèque des mains du vice-président Daniel Kablan-Duncan. C'est la 5e édition. Ce prix vise à encourager l'initiative privée et à inculquer l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes, comme nous l'explique Ahmed Traoré et Francis Boifou. Sur les 909 postulants au prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent, 40 ont réceptionné leur chèque de façon symbolique. C'est une initiative du gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé. Le super prix est revenu à Aboua Boua Fabrice. Le projet que nous avons présenté, c'est le recyclage et la transformation des déchets liquides de manioc pour produire de l'alcool médical. Ce projet nous a pris 2 ans d'études. Le gouverneur du district d'Abidjan rappelle les objectifs de ce prix. Ces jeunes nous donnent des leçons de vie. Pour les aider, nous avons instauré un système de coaching, j'allais dire d'encadrement, soutenu par des cours dits de développement personnel et de psychologie d'entreprise. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan représentait le chef de l'État à cette cérémonie. Il se félicite de l'engouement que suscite le prix Alassane Ouattara. La question de l'emploi, le taux d'emploi de ces jeunes constitue, si elle n'est pas traitée énergiquement et efficacement et rapidement, non seulement un des sujets de préoccupation face au péril migratoire, mais aussi un facteur de déstabilisation interne compte tenu du poids prépondérant de la population jeune dans la structure démographique de nos États. À raison donc de ce défi important, il nous faut favoriser l'essor d'un secteur privé compétitif et pourvoyeur d'emplois. Actuellement, vous savez, c'est l'Asie qui tire la croissance dans le monde. Et pas plus tard que dans 15-20 ans, c'est bien l'Afrique qui va tirer donc la croissance dans le monde. Je vous ai dit tantôt, la croissance est de 4,3% en Afrique, elle est de 2,8% au niveau mondial. Le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent est à sa 5e édition. 140 jeunes ont bénéficié d'environ 800 millions de francs CFA et ont pu créer plus de 600 emplois directs. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Assainissement, Bruno Koné-Nabagné, était face à la presse. Il a annoncé de grandes réformes. Des réformes qui visent, entre autres, à fournir des services fonciers et un habitat de qualité à l'ensemble des populations. Un coup d'accélérateur sera donné par ailleurs au programme présidentiel de construction de logements sociaux pour combler le déficit de logements Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Cheikh Koné et Alvor Hassan. 6 mois après sa nomination à la tête du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, l'heure n'est pas encore au bilan de ses actions, s'est défendu Bruno Koné devant les journalistes. Toutefois, pour ce qui est des axes stratégiques de développement des secteurs de la construction, du logement et de l'urbanisme, Bruno Koné a annoncé des réformes et des actions prioritaires pour 2019. C'est réduire les tracasseries auxquelles font face les usagers de nos services. C'est redonner à l'ACD une force et une intégrité juridique qui en referont un élément de facilitation et de sécurisation des transactions en matière foncière. Pour Bruno Koné, l'un des handicaps du marché de l'immobilier en Côte d'Ivoire demeure le faible taux de crédit accordé aux particuliers par les banques. Ce taux atteint à ce jour 6%. Dans un pays comme le Maroc, c'est 60% du crédit octroyé aux particuliers. Vous voyez donc, l'écart est très grand. Et qu'est-ce qui fait la différence? L'absence de financement, tout simplement parce que les financiers et les banquiers n'ont pas confiance dans les mécanismes qui sont en place, dans les outils qui sont en place. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a rappelé que la mise en œuvre d'une politique de logement efficace est liée à l'existence d'une régulation pertinente du marché. C'est pourquoi il a insisté sur le maintien de la mesure de paiement de 2 mois d'avance et de caution pour la location d'un bien immobilier. Au niveau du foncier, il a révélé la délivrance de 3000 ACD sur les 5 dernières années. Pour lui, l'un des chantiers majeurs de son administration sera de moderniser, simplifier et sécuriser les titres de propriété grâce à des technologies et des procédures innovantes.
Un important travail a été entamé à travers notamment l'élaboration du schéma directeur de la simplification et de la transformation digitale du foncier urbain. Nous avons l'ambition de mettre en place avec les autres acteurs un référentiel national unique. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme s'est prêté aux questions des journalistes. Échanges qui ont permis à Bruno Koné de souligner la nécessité pour lui de travailler pour faire évoluer positivement l'image de ce ministère en facilitant les démarches des usagers de ses services. Notons que plusieurs autres sujets ont été abordés, notamment le recrutement de promoteurs étrangers disposant de capacités techniques et financières de production de masse de logements afin de donner un coup d'accélérateur au programme présidentiel de logements sociaux et économiques. Et les lignes bougent aussi au niveau du ministère de la Salubrité. La construction du centre d'enfouissement technique, la création de l'Agence nationale de gestion des déchets et le lancement de la nouvelle politique de gestion des déchets dans le district d'Abidjan, ce sont autant d'activités réalisées par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. La ministre Anne-Désirée Oloto envisage d'autres actions pour le bien-être des populations. Grâce Kando. La gestion générale de la salubrité. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité présente les acquis de son département ministériel au titre de l'année 2018. Selon Anne-Désirée Oloto, beaucoup a été fait dans les secteurs des déchets et de l'assainissement. L'actualisation du schéma directeur d'assainissement et de drainage du district autonome d'Abidjan est achevée et adoptée par le gouvernement. Un soutien de la Banque mondiale est attendu pour l'organisation d'une table ronde des bailleurs afin de mobiliser des ressources en vue de la mise en œuvre du schéma directeur d'assainissement relativement à la poursuite du projet du bassin versant du Gourou, dont un prêt également de 29 milliards de francs CFA a été signé avec la BOAD. Dans le domaine de la salubrité, l'on note la réforme et la modernisation du secteur des déchets avec la création de l'Agence nationale de gestion des déchets et la construction du centre de valorisation et d'enfouissement technique pour une élimination écologiquement rationnelle des déchets. 2019 s'ouvre également avec de nouvelles perspectives pour le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Il s'agira de renforcer le cadre législatif et réglementaire, l'information, la formation et la sensibilisation des populations, le renforcement du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre de nos actions, l'amélioration de la politique de gestion des déchets, de la lutte contre les nuisances et de l'accès à un système d'assainissement et de drainage amélioré en milieu urbain et rural. Pour relever tous ces défis, la ministre Anne-Désirée Oloto exhorte ses collaborateurs à plus d'engagement et d'ardeur au travail. Le ministre de l'économie numérique et de la Poste, également actif sur le terrain, vient de visiter le site du village des technologies de l'information et de la biotechnologie VITIB. Claude Isaac D est allé faire le constat de l'état d'avancement de ce projet ambitieux initié par l'État ivoirien et le constat révèle que le projet avance grâce au soutien du gouvernement indien. On en sait plus avec notre reporter Mama Traoré. 10 milliards de francs CFA, c'est la ligne de crédit dégagée par Exim Bank Inde pour financer les entreprises désireuses de s'installer sur le parc technologique Mahatma Gandhi de Grand Bassam. Un parc dédié au développement des TIC et de la biotechnologie avec régime de zone franche, c'est-à-dire une zone où les entreprises bénéficient d'avantages fiscaux et douaniers particuliers. Malgré des années de léthargie, ce projet initié par le gouvernement est en train de prendre forme. On compte déjà une vingtaine d'entreprises déjà installées, comme ce laboratoire de tests ADN, ce studio de production audiovisuelle, cette data center et même une unité de fabrication de médicaments. Claude Isaac D, le ministre de l'économie numérique, est venu faire le constat. Notre visite, c'est de faire le point, comme je disais, voir ce qu'il faut faire, discuter avec ceux qui sont déjà là, mais surtout nous assurer que ce qui est visé par notre Côte d'Ivoire soit atteint dans les meilleurs délais. Dire aux entreprises que le site commence à être prêt. Nous allons accélérer la commercialisation, la promotion du site, nous assurer que ceux qui viennent ici apportent un plus.
et non pas réplique ce qu'on trouve par ailleurs. Voilà, parce qu'il y a d'autres zones industrielles qui existent aussi au niveau du pays, mais ici se joue l'avenir des TIC en Côte d'Ivoire. Le village des technologies de l'information et de la biotechnologie Vitib sera implanté sur 180 hectares. L'aménagement de ces sites est pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire afin de faciliter l'installation des entreprises. Et la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine est aussi en bonne santé. Les élèves amis de la Chine et leurs professeurs se sont retrouvés dernièrement au lycée moderne de jeunes filles de Yopougon pour commémorer le nouvel an chinois. Cette célébration s'est tenue en présence de la ministre Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ainsi que de l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire. C'est Forazegui Ouattaramadou Walter pour le reportage. Ambiance particulière au lycée moderne de jeunes filles de Yopougon. Raison sont célébrées les festivités marquant la célébration du Nouvel An chinois. Chants folkloriques, danses et rythmes traditionnels ivoiriens et chinois exécutés par les élèves ont meublé cette deuxième édition de l'amitié sino-ivoirienne. Son Excellence Tang Vaibin, ambassadeur de la République populaire de Chine, présente le modèle économique chinois comme un bon modèle de développement pour l'Afrique, avant de citer quelques réalisations que son pays a eu à faire en Côte d'Ivoire dans le cadre de la coopération sino-ivoirienne. En 2018, l'ambassade de Chine a invité plusieurs professeurs à suivre des formations en Chine. Le gouvernement chinois a octroyé des bourses d'études à une cinquantaine d'étudiants ivoiriens pour qu'ils puissent poursuivre leurs études en Chine. Les entreprises chinoises travaillent ici activement à remplir leurs responsabilités sociales en donnant leur appui au secteur éducatif ivoirien. Marraine de la cérémonie, Kandia Camara, ministre de tutelle du secteur éducation-formation, se réjouit de ce que la langue chinoise suscite un intérêt particulier chez les élèves de Côte d'Ivoire. Cela à travers le club d'élèves amis de la Chine qui se sont créés dans plusieurs établissements scolaires. Je suis surtout heureuse et fière de voir qu'un peu partout, des clubs d'élèves amis de la Chine se créent dans nos établissements, à l'instar des 6 lycées que son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, a invités à cette cérémonie. Ce pays occupe une place de leader sur la scène internationale et sa langue est parlée par des milliards d'hommes et de femmes. Nous devons tirer tout le profit de l'offensive chinoise qui n'est pas prête de s'arrêter. Le diplomate chinois a offert un véhicule de type 4x4 d'une valeur de 13 millions de francs CFA que la ministre Kandia Camara a remis à la coordination nationale des clubs des amis de la Chine. Le Nouvel An chinois, ou année du cochon de terre, dure traditionnellement 15 jours et s'achève avec la fête des lanternes. Ce Nouvel An va commencer le 5 février selon le calendrier chinois. L'ambiance est tout autre à Koumassi, où un incendie s'est déclaré aux environs de 14 h ce vendredi dans les locaux d'une société de fabrication de produits chimiques de la zone industrielle de la commune. Le feu a causé d'importants dégâts matériels. Heureusement, il n'y a aucune perte en vie humaine. Les pompiers alertés sont venus à bout du sinistre. Les riverains expriment leur inquiétude face aux incendies à répétition dans certaines entreprises de la zone industrielle de Koumassi. Notre équipe de reportage s'est vue refuser l'accès aux locaux pour faire le constat de l'incendie. Bonne nouvelle, le prix de l'essence super sans plomb est passé de 610 francs CFA le litre à 605 francs sur l'ensemble du territoire ivoirien, soit une baisse de 5 francs CFA, de même que celui du gasoil qui passe de 610 à 605 francs CFA. L'information émane de la Direction générale des hydrocarbures. Incursion au niveau de la gendarmerie nationale qui vient d'honorer ses promus au titre de l'année 2019. Un passage au grade supérieur marqué par l'arrosage de nouveaux galons et le commandant supérieur de la gendarmerie nationale invite les gendarmes au travail, à la discipline et à la loyauté. Abou Sanogo. 2018 a été pour la gendarmerie nationale marqué par une amélioration des conditions de vie et de travail des gendarmes, notamment la construction du mess de l'école de gendarmerie de Torogui, la réhabilitation en cours de la caserne d'Agban.
Une année avec beaucoup de rendez-vous et objectifs, dont la sécurisation des élections couplées municipales et régionales, les missions de sécurisation du territoire national et les opérations de sécurisation des fêtes de fin d'année. Mais d'autres défis attendent d'être relevés. Le défi majeur qui reste à relever est la lutte contre les coupeurs de route, dont l'action néfaste sur la vie et la tranquillité des populations a considérablement plombé nos actions et quelque peu écorné notre image. Une rencontre en ce début d'année pour honorer les officiers et sous-officiers promus au grade supérieur au titre de l'année 2019. 80 gendarmes au total ont savouré leur nouveau galon, comme l'exige la tradition dans les armées, avec l'arrosage fait par le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de brigade Alexandre Apalo-Touré, qui les a par la suite invités au travail et à la loyauté. Je compte encore sur vous pour que, ensemble, nous soyons équipe. Nous formions une vaillante équipe depuis le commandant supérieur de la gendarmerie nationale jusqu'à l'élève sous-officier. Chez moi, c'est tolérance zéro. Je dis bien tolérance zéro. Quand il s'agit des gendarmes qui vont contre la loi, quand il s'agit des gendarmes qui vont contre la République. 17 gendarmes admis à faire valoir leur droit à la retraite ont été célébrés pour le travail qu'ils ont accompli pendant plus de 30 ans au service du pays. Par ailleurs, la gendarmerie nationale, reconnaissant les mérites des meilleurs de ces hommes, leur a remis des diplômes. Pour l'année 2019, la gendarmerie nationale totalise 2918 promus, dont 137 officiers et 2781 sous-officiers. Et loin de la Côte d'Ivoire, le Liban qui a un nouveau gouvernement, ce gouvernement est dirigé par le Premier ministre sortant Saad Hariri au terme de plus de 8 mois de tractations et sur fond de divisions politiques et de crainte d'une crise économique aiguë. Le nouveau cabinet compte 30 ministres, dont 4 femmes. Les grands partis du pays y sont représentés. Les ministères de l'Intérieur et de l'Énergie ont été confiés à des femmes. C'est une première au Liban. Je rappelle, avant de nous séparer, l'une des informations majeures de ce 20h. Notez que la Chambre d'appel de la CPI a ordonné ce vendredi la libération sous condition de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, acquittés il y a plus de 2 semaines en première instance. La Chambre d'appel a décidé aujourd'hui, à l'unanimité des juges, l'ajout d'un ensemble de conditions à leur liberté, dont l'obligation de résider dans un État membre de la CPI en attendant un éventuel procès en appel. Merci de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à 20h, mais à 23h aujourd'hui, retrouvez Kolo Koulibaly.